les Alpes suisses, entre les régions du Valais et des Grisons, circule le célèbre train, le Glacier Express. Le temps d'un voyage, les beautés naturelles et architecturales vont se succéder. Notre voyage débute à Zermatt, une station touristique sans voiture, située à 1624 mètres d'altitude, au fond de la vallée de Mattertal, au pied du Cervin, qui culmine à 4478 mètres. Le Cervin est l'emblème de Zermatt. Ici, les seuls véhicules autorisés à rouler, taxis et véhicules de livraison, sont électriques, ainsi que cette magnifique diligence transportant les clients d'un grand hôtel. On accède à Zermatt à partir du village de Tach, situé à 6 km. Pour cela, les voyageurs empruntent les navettes du chemin de fer Matterhorn-Gotthardbahn. Les trains circulent toutes les 20 minutes et la durée du trajet pour rejoindre la célèbre station est de 12 minutes. La Suisse est un pays de montagne. Son climat n'a rien de tropical. Et il est étonnant qu'elle soit devenue l'un des premiers producteurs de chocolat au monde. C'est le maire de Zurich, Heinrich Escher, qui découvre pour la première fois en 1697 le chocolat à Bruxelles. Il est consommé discrètement jusqu'en 1722, où une loi suisse interdit la consommation du chocolat, qui est jugé indigne de ses citoyens vertueux en raison, dit-on, de ses vertus aphrodisiaques. Il faudra attendre 1792 pour l'ouverture de la première chocolaterie suisse à Berne. En 1826, Philippe Suchard conçoit un mélangeur pour la poudre de cacao et le sucre. Il fut le premier chocolatier suisse à ouvrir une usine à l'étranger. Quant à Rodolphe Lindt, il inventa un broyeur à cylindre en 1879. Cette machine permettait de rendre le chocolat plus liquide pour le verser dans des moules. Le chocolat aux noisettes fut créé par Charles-Amédée Kohler. En 1875, Daniel Peter invente et commercialise le chocolat au lait. À l'époque, il était le voisin de Henri Nestlé, fabricant de lait en poudre et inventeur. Jean Tobler ouvrit sa boutique en 1868, puis fabriqua son chocolat lui-même à Berne. Plus tard, son fils fit breveter la recette. Le Toblerone était né. Avant de rejoindre la vallée depuis Zermatt, nous allons embarquer dans le train du Gornergrat pour un site exceptionnel, aux paysages époustouflants. Le chemin de fer à Crémaillère fut mis en service le 20 août 1898. À l'époque, il ne fonctionnait que l'été. Il fallut attendre 1929 pour qu'il circule toute l'année. La longueur de la ligne est de 9 km 339. Il comprend 3790 mètres de voie double et la dénivellation entre Zermatt et Gornergrat est de 1469 mètres. La vitesse du train en montée est de 28 km/h et 21 km/h en descente. C'est le plus haut train d'Europe. On distingue 3 grandes régions géographiques: le Jura, le plateau suisse et les Alpes suisses, endroit où nous nous trouvons actuellement. Les montagnes couvrent 61% du territoire.
À l'arrivée, c'est un spectacle éblouissant. 29 sommets culminent à plus de 4000 mètres, dont le plus haut est le pic du Four, 4634 mètres, et le célèbre Cervin, 4478 mètres. Castor et Pollux, respectivement, 4228 mètres et 4092 mètres. Un grand nombre de glaciers descendent la chaîne de montagnes. Le glacier Gorner est un des plus longs des Alpes. On dénombre 1800 glaciers dans le pays qui ont une superficie totale de 1300 km². Le Saint-Bernard est le chien national suisse. C'est une race de grands chiens de montagne. Ils ont été dressés pour la recherche des personnes disparues dans les avalanches. Ici, au Gornergrat, ils font le bonheur des touristes. Leur nom provient de l'hospice du Grand Saint-Bernard, dans les Alpes suisses, à la frontière italienne. Il peut peser jusqu'à 80 kg. C'est un chien gentil et dévoué à son maître. De retour à Zermatt, les visiteurs sont toujours aussi nombreux. Au détour de petites rues, on découvre des chalets très anciens qui étaient à l'origine des constructions montagnardes traditionnelles. Ils sont construits en madriers de bois, le toit en saillie est recouvert de bardeaux et de pierres pour retenir la neige. En Suisse, dans les temps anciens, ces chalets servaient de bâtiments utilitaires, d'abris d'alpage ou encore de greniers. Aujourd'hui, ils sont devenus des habitations traditionnelles, symboles de simplicité et d'harmonie avec la nature. Dans les magasins, deux objets célèbres, les couteaux suisses et les coucous. Le couteau suisse a fait son apparition à la fin du XIXe siècle, lorsque l'armée suisse décida d'équiper ses soldats d'un nouveau couteau pliant. Mais c'est à la Deuxième Guerre mondiale qu'il devient populaire lorsque les soldats américains le découvrent. Le couteau est associé à de nombreux autres outils, comme le tire-bouchon, le tournevis, l'ouvre-boîte, les ciseaux, pour ne citer que ceux-là. Le plus gros couteau suisse est doté de 87 outils et de 141 fonctions. Il est fabriqué par l'entreprise Wenger et pèse 1,345 kg. Il est entré dans le célèbre Guinness des records. La Suisse est le berceau de l'horlogerie et plus particulièrement le canton de Neuchâtel. Mais le coucou fut créé en Allemagne, dans la Forêt-Noire, en 1738. En 1742, deux colporteurs auraient introduit en Suisse ces fameux coucous. Aujourd'hui, tous les magasins touristiques du pays en proposent à la vente. Après notre départ, nous atteignons Ronda-Eybruggen. Le train ici circule sur un tronçon à crémaillère.
le village de Saint-Nicolaus. Au début du siècle, le village servait de point de départ pour les excursions alpines. D'ailleurs, un grand nombre d'habitants offraient leurs services comme guides. De nos jours, ce petit village agréable accueille toujours les visiteurs qui aiment se promener dans les rues et admirer le charme des vieilles habitations d'antan. Avant l'arrivée à Visp, le village de Stadlen a préservé son magnifique pont qui date de 1599 et sa chapelle où s'écoule la Vispa alimentée par les petits torrents qui descendent de la montagne. Nous allons découvrir à bord du célèbre glacier Express les paysages de montagne qu'offrent les Alpes suisses, mais aussi les sommets couverts de neiges éternelles, les vallées verdoyantes, les villages et les châteaux pittoresques, le temps d'un voyage spectaculaire entre les régions du Valais et des Grisons. Nous poursuivons notre voyage. Les passagers disposent d'un wagon-bar aux larges fenêtres panoramiques pour ne rien manquer des paysages. Nous quittons la vallée du Mattertal pour arriver à Brigue, située dans la vallée du Rhône. Le train va continuer son périple pendant que nous allons visiter ce chef-lieu du Valais germanophone. Nous reprendrons un autre train plus tard. Chaque jour, plusieurs glaciers express circulent dans les deux sens. Brigue fut colonisée à l'âge de pierre et à l'époque romaine. Mais au XVIIe siècle, la ville connaît un développement important grâce à un homme d'affaires surnommé le roi du Simplon, Caspar Jodocq von Strocalper. Avec sa famille, il contrôlait et assurait le transport de marchandises entre la Lombardie et la France. Il obtint d'importants monopoles commerciaux et devient l'homme le plus riche du pays. En 1658, il fit construire un palais qui sera en son temps la plus grande résidence privée de Suisse. Les travaux vont durer jusqu'en 1678. Les 3 tours sont coiffées de bulbes rutilants. La maison familiale date du début du XVIe siècle. Elle comporte 8 étages. L'édifice est flanqué d'une vaste cour intérieure avec des arches inspirées de l'art italien. La cour était utilisée pour entreposer les marchandises et rassembler les équipages. Les 3 tours du château rappellent les 3 mages, Gaspard, Balthazar et Melchior, qui ont donné le nom latin du château, la demeure des 3 rois. Brigue, à la jonction des routes du Simplon et de la Furca, est un nœud ferroviaire important. Nous poursuivons notre périple. Le trajet complet de Zermatt à Saint-Moritz, ou vice-versa, dure environ 8 heures. De Brigue, nous passons à Morel et le viaduc de Gangjols-Hernen. Dans la vallée inférieure de Conches, centre et chef-lieu de la colonie de la vallée de Conches, Hernen avait tous les pouvoirs juridictionnels. C'est ici qu'en 1798 furent pendus les 3 derniers malfaiteurs. Un autre village de la vallée, Niederwald. César Ritz est né ici en 1850. Il est le fondateur de la célèbre chaîne d'hôtels Ritz. Il décède le 26 octobre 1918
quelques jours avant la fin de la Première Guerre mondiale. Après avoir parcouru le monde, il repose dans le cimetière de son village natal. Poursuite du voyage vers Selkingen, Glöringen, Münster. Tous ces sites traversés gardent un précieux témoignage du passé. Les belles maisons du XVIIe et XVIIIe siècle, les églises, les greniers et les hangars typiques qui permettaient de stocker pendant les hivers rudes les denrées et le fourrage pour le bétail. À bord du Glacier Express, en cuisine, l'équipe prépare des plats. Tout est conçu ici pour satisfaire le voyageur qui sera servi sans quitter sa place. Après avoir goûté les spécialités, le personnel propose des alcools forts, de l'eau de vie ou une grappa, c'est une tradition. Le personnel vous le sert de très haut, afin qu'il coule dans le verre comme une chute d'eau et aucune goutte ne tombe à côté du verre. On raconte que c'est un des examens d'entrée pour travailler sur le Glacier Express. Notre train arrive à Oberwald. C'est ici que se situe le tunnel de base de la Furka. Il a une longueur de 15 km et fut ouvert à la circulation des trains en 1982. Il remplace la voie de montagne de la Furka qui culmine à 2160 mètres et permet au Glacier Express de circuler toute l'année. Il faut environ 20 minutes pour rejoindre Réalpes. Un système de ferroutage pour les véhicules légers a été mis en place. Nous laissons le Glacier Express pour nous rendre au glacier du Rhône tout proche. Il s'étend sur environ 10 km de long et 1 km de large. Il donne naissance au Rhône. Pendant les périodes glaciaires, le glacier recouvrait une grande partie du sud-ouest de la Suisse avec une épaisseur de 2 km. Le glacier du Rhône est l'un des plus étudiés et surveillés des Alpes. C'est en 1874 que l'on réalisa les premières mesures. Le glacier recule de 8,5 m chaque année et perd 25 cm d'épaisseur. Comparons cette image de 1900 et le glacier aujourd'hui. On aperçoit l'hôtel Belvédère, situé à 2271 mètres d'altitude. C'est ici que furent tournées des scènes du film Goldfinger dans la série des James Bond. Une manière originale d'approcher et de pénétrer le glacier. En effet, un tunnel a été creusé dans la glace bleue. La découverte est facile d'accès, et cela depuis plus de 120 ans. La grotte mesure plus de 100 mètres. Durant la saison estivale, elle fond de près de 30 mètres. Les mouvements de la glace atteignent 30 à 40 mètres chaque année. Une équipe d'entretien est chargée de la contrôler chaque jour en raison des mouvements de la glace. Le glacier du Rhône reste un site incontournable.
Il fut le sujet d'un poème de Victor Hugo, Dans les feuilles d'automne. La route du col de la Furka a été ouverte en 1867. Elle permet de relier la vallée du Rhône à Andermatt, où nous allons reprendre le train pour un autre col, l'Oberalp. La route est ponctuée de magnifiques chutes d'eau et d'alpages verdoyants. Pendant la saison hivernale, d'octobre à mai, il est impossible d'emprunter la route en raison de la grande quantité de neige. Andermatt fut fondée au XIIe siècle par les valseurs. La ville est située à la jonction des routes du Gotthard, de l'Oberalp et de la Furka. Jadis, la vallée était sous l'autorité du couvent de Disentis. C'est vers 1410 que la vallée se lie étroitement au canton d'Uri, mais elle ne se libérera de l'influence du couvent de Disentis qu'en 1649. Un des temps forts du voyage, le point de passage le plus haut du glacier express, le col de l'Oberalp à 2033 mètres. Quittant Andermatt, le convoi tiré par la locomotive va devoir s'agripper à la crémaillère pour grimper à 2033 mètres d'altitude. Les paysages sont grandioses. Vue sur la vallée et la ville d'Andermatt, les glaciers et les neiges éternelles. Le réseau routier en hiver, de novembre à mai, n'est pas accessible. Un train effectue le transbordement des véhicules légers entre Oeiras et Andermatt. Le train atteint le couloir de l'Oberalp. Dans toute sa longueur s'étend un lac majestueux. La route longe la voie de chemin de fer de l'autre côté du col. Le convoi traverse une galerie de protection contre les avalanches d'une longueur de 800 mètres environ. De belles vues sur la Waltavetsch, nous atteignons Sedrun, situé à 1402 mètres. On aperçoit les hameaux idylliques baignés de lumière. Le premier tronçon du chemin de fer fut construit à la fin du XIXe siècle. Durant les années 20, considérées comme l'âge d'or, la haute société découvrait le charme des Alpes suisses.
Les 3 sociétés ferroviaires mirent à profit ce potentiel touristique pour relier le Valais et les Grisons. Ce tronçon fut réalisé en 1926. Le 25 juin 1930, le Glacier Express relia pour la première fois la station de Zermatt à Saint-Moritz. Sur le tronçon au départ de Saint-Moritz, des wagons-restaurants étaient à la disposition des voyageurs. Le train était composé de 3 classes. Aujourd'hui, la ligne est entièrement électrifiée et le Glacier Express traverse 291 ponts, un col à 2033 mètres et 91 tunnels. À notre arrivée à Disantis, on procède à un changement de machine. Le premier tronçon du Glacier Express fut ouvert en 1899 de Visp à Zermatt. Le tronçon de Saint-Moritz à Coire fut terminé en 1904 et 8 ans plus tard, en 1912, la ville de Reichenau était reliée depuis Disantis. En 1915, la jonction Disantis-Brigue et Visp était inaugurée. La liaison de Zermatt à Saint-Moritz était alors réalisable. Le village est dominé par le couvent fondé en 765. Il est composé de nombreux bâtiments de l'époque carolingienne et mérovingienne. Le couvent et l'église furent construits de 1683 à 1695. Aujourd'hui, Disantis et sa région sont un endroit idéal pour le tourisme. En été, pour la randonnée et en hiver, pour les amateurs de ski. Nous longeons un autre grand fleuve européen, le Rhin. Le train circule tantôt sur la rive droite, tantôt sur la rive gauche. C'est un fleuve qui mesure 1320 km. Il traverse ou longe 6 pays. La Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. À Ilance, le Rhin, encore jeune, coule dans de magnifiques gorges parsemées d'étranges formations rocheuses. Il y a environ 15 000 ans, le Rhin était un glacier qui pouvait atteindre 2000 mètres de hauteur.
Lorsque le glacier s'est retiré, la pression exercée sur les parois des vallées était si forte que d'énormes masses rocheuses se sont effondrées. Et plus de 18 milliards de mètres cubes de roches ont rejoint le fond de la vallée. Et au cours des millénaires, le Rhin a creusé son lit pour se frayer un chemin dans les gorges appelées aussi Ruinolta. Après Reichenau, le train se dirige vers Coire, la capitale du canton des Grisons. Pour nous, c'est la fin de notre voyage, mais pas pour le Glacier Express, qui va continuer son périple jusqu'à Saint-Moritz. Coire est la plus vieille ville de Suisse, avec ses 5000 ans d'histoire. Les Romains ont conquis la ville en l'an 15 avant Jésus-Christ. En 451, Coire est le premier évêché au nord des Alpes. Le palais épiscopal domine la vieille ville. Les rues aux belles maisons flanquées de tourelles, les places ornées de fontaines fleuries, forment un ensemble agréable et invitent à la promenade. Située dans la vallée du Rhin antérieure, c'est une région tranquille qui doit un jour être reliée à l'axe ferroviaire nord-sud grâce à la Porta Alpina. Une gare ferroviaire située à 1000 mètres de profondeur au cœur de la montagne, au milieu d'un tunnel de 57 km de long. Cette gare serait reliée à la surface par un ascenseur. Des travaux pharaoniques et rapides. La construction de la ligne du Glacier Express dura plus longtemps en son temps. La superficie de la Suisse est de 41 290 km². Elle possède des frontières avec l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein et la France. La population parle 4 langues, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Le pays est composé de 26 cantons, avec pour capitale fédérale Berne. Ilanz est l'ancienne capitale politique de la Ligue grise. La ville possède encore de magnifiques demeures seigneuriales datant du XVIIe siècle, comme la Casa Gronda aux volets noirs et jaunes. En Suisse, il n'existe aucun site qui ne soit desservi par un train, un bateau ou un bus. Et sur le réseau de 20 000 km, à chaque tournant, se trouve un paysage qui mérite le détour. Le transport devient voyage et le voyage une aventure.